La session d'aujourd'hui va porter sur le Web of Science et comment on peut utiliser le Web of Science pour explorer un sujet de recherche. Alors, ce que je vais commencer à faire, on va faire une initiation Web of Science. Donc, je vais présenter le Web of Science et la base de données euh, cœur de la plateforme qu'on appelle la Web of Science Core Collection. Quand on parle de journaux indexés, journaux avec facteur d'impact, on parle de cette base de données. Je vais vous montrer comment on peut accéder au Web of Science avec votre abonnement institutionnel. Donc au Maroc, vous avez accès au Web of Science via le CNRST, via l'IMIST. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Et on a aussi un guide en ligne qu'on pourra partager avec vous sur comment créer un compte. Ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire une recherche sur sur un sujet et aussi comment trouver le texte intégral. Pas plus tard que ce matin, un doctorant m'a contacté sur comment je fais pour trouver le texte intégral. Donc, euh, ça, il y a différentes façons euh, de, de trouver le texte intégral. Ok, alors aussi, moi je vais vous donner des techniques. Quand on explore un sujet de recherche, vous allez voir que c'est très facile de trouver des milliers, des millions de publications. Le plus important aujourd'hui, si vous devez juste retenir une chose, c'est essayer de trouver les documents les plus pertinents. Ça sert à rien de récolter, de collecter des centaines, des milliers de publications si on ne va pas les lire et surtout si elles ne collent pas, si elles ne sont pas pertinentes à votre sujet de recherche. Donc, moi, je vais vous montrer comment, avec le Web of Science, on peut faire ça de manière très efficace. On peut utiliser des filtres pour affiner la recherche. On va exclure des types de documents qui peut-être ne nous intéressent pas. Je vais revenir aussi sur les questions de early access, accès anticipé. On a aussi des différences au niveau des dates de publication. On a une date de publication finale et date d'indexation. Ça, c'est souvent des questions qui reviennent sur, voilà, j'ai une publication qui est maintenant disponible. Comment ça se fait que je ne la vois pas encore sur le Web of Science? Ou j'ai une publication qui a été acceptée, elle est disponible sur le site, mais elle n'a pas encore été publiée d'un point de vue publication, au sens publication euh, du terme. Ensuite, on va aussi regarder, ça c'est un indicateur qui est intéressant, c'est le nombre de citations. Donc ça peut vous donner un, un indicateur d'influence, un indicateur d'impact. Euh, et ça, c'est important pour essayer de trouver les publications qui ont été les plus influentes dans vos domaines. Pas parce qu'il faut de nouveau les citer, mais essayer de comprendre ce dont il s'agit et potentiellement voir si ces publications ne sont pas aussi pertinentes pour nos travaux de recherche. Ensuite, ben, on peut exporter, hein, garder une trace de ce qu'on a fait. Donc, on n'a pas besoin de refaire la recherche à chaque fois. Donc, on peut exporter cette liste de publications. Et je vais terminer la session aujourd'hui avec les ressources qui sont disponibles. On appelle ça de knowledge base, une base de données en ligne qui vous permet d'apprendre à utiliser le Web of Science, mais aussi être plus efficace au niveau de l'utilisation. Donc, ce que je vais faire, on va commencer par présenter le Web of Science et plus précisément aussi, je vais un petit peu me focaliser sur la Core Collection. Donc, la base de données Web of Science, c'est le nom de la plateforme, d'accord? Et dans la plateforme, on a plusieurs bases de données. Et on a une sorte de classification ici. Donc, on a ce qu'on appelle des collections spécialisées, telles que Medline, qu'on trouve dans PubMed. Donc, ça, c'est du contenu médical. InSpec, ça, c'est plutôt pour l'ingénierie. Vous l'avez compris. Donc, là, on a différentes bases de données qui se focalisent sur un type de sujet précis. On a aussi, donc ça, c'est des bases de données qui existent ailleurs, hein, comme InSpec, Medline, on peut l'explorer dans PubMed, mais elles sont hébergées dans le Web of Science. Ensuite, on a des collections spécialisées telles que Zoological Record, Current Content, Biological Abstract, etc., qui sont disponibles dans le Web of Science. Des bases de données régionales telles que le Arabic Citation Index, Chinese Science Citation Index
ou database, Korean Journal Database, Silo Citation Index. Donc ici, ce qu'on a, c'est des bases de données régionales, donc du contenu scientifique publié depuis certains pays ou certaines régions. Donc là, je continue avec les autres types de collections. On a aussi ce qu'on appelle les bases de données au-delà de la littérature publiée. Donc ça va concerner par exemple les dissertations et les thèses, donc niveau master, doctorat. On a ce qu'on appelle les pré-publications, preprints. On a les brevets qui ne sont pas publiés comme un article scientifique ou un livre, un chapitre de livre. Et on a Data Citation Index, qui est aussi des ensembles de données qui sont publiés, mais pas du point de vue publication scientifique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi des bases de données, donc qui vont au-delà de la publication. Ensuite, on a cette base de données que j'ai mis au centre, au noyau de la plateforme, qu'on appelle Core Collection. Alors, très important, cette base de données. Alors, au Maroc, par exemple, on parle beaucoup de revues indexées. Donc ça, c'est des critères qui sont utilisés pour vous accorder votre doctorat, mais aussi dans les questions de valorisation de la recherche, pour devenir professeur, etc. Donc, on va compter les publications, mais pas n'importe quel type de publication. Donc là, vous l'avez compris, une publication telle quelle, par exemple, bah, ça n'a rien à voir avec une publication dans une revue de qualité. Donc là, on va se concentrer sur les revues de qualité avec dans ces 4 bases de données, ou 4 indices de citation. Donc les revues en sciences, sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines, et ce qu'on appelle les revues émergentes. Ensuite, on a aussi des livres et donc livres et chapitres de livres, et aussi les conférences. Donc, en gros, là, c'est les congrès. D'accord? Alors, quelques statistiques. Dans toute la plateforme, on a 34 000 revues. Dans le Core Collection, on en a un peu plus de 22 000. 300 000 actes de conférences au congrès et plus de 140 000 livres, chapitres de livres dans Core Collection. Alors, ce qui fait la spécificité du Web of Science Core Collection, qui est très important, point très important, c'est l'intégrité éditoriale. Donc, Clarivate n'est pas un éditeur, ne publie pas de journaux. On a une équipe d'experts en interne. Leur objectif, c'est de se focaliser sur ces revues de qualité qui vont devenir ce que tout le monde appelle les revues indexées, ou revues indexées avec facteur d'impact. Ça vient de là. Donc les revues, on n'indexe pas tout et n'importe quoi. Ça, c'est ce que fait d'autres plateformes qui vont tout capturer. Là, l'objectif, c'est de se focaliser sur la qualité. Donc les revues vont être examinées en fonction de 28 critères de qualité et d'impact. Pour être précis, c'est 24 critères de qualité et 4 critères d'impact. Ces experts n'ont aucune affiliation à des maisons d'édition ou des centres de recherche et une partialité et aucun conflit d'intérêt possible. Alors, en plus de ça, ce que vous avez au Maroc, par exemple, on a les institutions académiques abonnées au Web of Science. Vous avez en plus de ça un accès gratuit à Korean Journal Database, Medline, Preprint Citation Index, ProQuest, des Citation Synthesis et Silo. En plus de ça, alors ça dépend, mais vous allez potentiellement voir des différences. Vous allez voir des différences avec mon accès, où moi j'ai accès à tout. Vous, votre accès sera différent parce que ça fait partie de votre abonnement. Alors, comment on fait pour accéder? Alors, il y a différentes façons d'accéder. La première, c'est d'aller sur le Web of Science. Vous pouvez vous connecter depuis votre université. Au Maroc, par exemple, on a la liste des adresses IP, les adresses Internet de vos institutions, et on va vous reconnaître comme étant quelqu'un basé au Maroc, affilié ou basé à une institution qui a accès au Web of Science. Il y a un accès qui est fourni aussi via l'IMIS. Donc, si vous allez sur e-ressources, alors moi, je suis pas au Maroc maintenant. Donc, mais si vous allez sur e-ressources.imis.ma, connexion impossible parce qu'il faut être basé au Maroc. Et à partir de là, vous créez un compte
et vous allez pouvoir accéder à plusieurs ressources électroniques, dont le Web of Science. D'ailleurs, vous avez accès à toute une collection de bases de données, pas que le Web of Science, base de données très riche. D'ailleurs, je vais mettre ça dans le chat. Si vous êtes basé au Maroc, vous allez pouvoir créer un compte ici et pouvoir accéder à plusieurs ressources électroniques, dont le Web of Science. Ensuite, une fois qu'on a accès au Web of Science, vous pouvez travailler à distance. La page de notification par proxy de votre organisation, donc ça, c'est pas le cas pour vous, mais créer un compte personnel. Je vais vous montrer comment on fait ça tout à l'heure. Alors, merci Karima et Touria pour les messages. Oui, voilà, la plateforme, elle est accessible pour tous les chercheurs affiliés aux universités publiques marocaines à travers un abonnement fait par le CNRST au profit de ces universités. On va continuer. Et merci Kalima pour l'accès à distance. On peut créer un compte d'accès à distance. Donc, vous créez, donc il faut un accès, une adresse mail institutionnelle pour créer un compte. Et ensuite, après création, on peut se connecter. Donc là, on va parler de la page d'accueil qui a changé récemment. Pour moi, je vous montrerai l'interface. L'interface a été améliorée récemment. Donc, l'interface, elle est disponible en 9 langues, dont l'arabe d'ailleurs. Une fois que vous avez accès à cette page, où vous voyez que vous avez accès à la recherche documents et la recherche chercheur, donc ça c'est le point important. Si vous ne pouvez pas utiliser l'onglet documents, cela signifie que vous accédez avec un compte gratuit au lieu de votre abonnement institutionnel. Donc dans ce cas-là, il faut créer le compte comme ça a été mentionné dans le chat, créer un compte IMIST avec votre adresse mail institutionnelle et vous verrez que cette partie sera activée et ça veut dire que vous avez accès à toute la plateforme et pas que la partie gratuite du Web of Science. Web of Science, il y a un accès gratuit, mais il y a un accès payant, mais pour vous, c'est déjà payé via l'abonnement institutionnel au niveau national. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un compte. C'est-à-dire que vous allez créer un compte gratuit ici dans le Web of Science qui va vous permettre d'accéder au Web of Science à distance, d'accord? Et avec ce même compte, accéder facilement à d'autres ressources. Je vais vous montrer comment on fait ça tout à l'heure. Ok, alors on va continuer avec les premiers pas avec le Web of Science. On va faire une recherche sur un sujet. C'est généralement ce que font les utilisateurs dans Web of Science et les chercheurs aussi. Ils vont dire, je travaille sur tel sujet, je veux trouver la littérature qui relève de ce sujet. Alors comment on fait ça? On va chercher des documents. Je vous conseille de chercher toujours les termes en anglais, même si l'article original est publié dans une autre langue, en français, en arabe, en espagnol. Vous aurez le titre et le résumé en anglais. D'accord? Donc, quand vous cherchez en anglais, vous aurez toujours plus de résultats. Vous faites une recherche sur le topic. Topic, c'est en gros, c'est le sujet, c'est les mots-clés qui vont être indexés ou listés dans le titre, le résumé de, de la publication en question. D'accord? Donc, ça va être les titres, les résumés, mots-clés de l'auteur, mais aussi ce qu'on appelle les keywords plus, générés automatiquement en fonction des titres de référence. Voilà, donc on va faire un exemple. Ici, j'ai fait un exemple sur la banque, mais l'activité financière, mais d'un point de vue développement durable. D'accord? Vous allez voir que j'ai 10 000 publications, c'est énorme. Donc, je peux pas tout lire, mais vous allez avoir ici déjà des suggestions de mots-clés par le Web of Science. Qu'est-ce qu'on entend par Sustainable Banking? Donc, par exemple, ça va être la banque verte, la finance durable, l'éthique dans la finance, et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir des mots-clés qui seront générés automatiquement. Et là, on peut les inclure ou les exclure. En disant, voilà, moi, les principes de l'Équateur, là, ça ne m'intéresse pas, je veux les exclure. OK. Donc, si nécessaire, donc là, on peut être plus précis sur les mots-clés. Si on clique sur les 3 points, là, à droite du terme, vous pouvez choisir de les inclure ou de les exclure.
L'objectif, c'est déjà un filtre ici. On va appliquer des filtres pour être plus précis sur la recherche. Après, il y a toute une liste de tri de publications. D'accord? Donc, on va pouvoir les trier par pertinence. Plus les mots-clés que vous allez chercher apparaissent dans le titre, le résumé, les mots-clés, plus la publication est considérée comme euh, euh, pertinente. Donc ensuite, on va pouvoir les trier par citation, par date de publication, mais aussi par utilisation. Si on veut savoir ce que les utilisateurs dans Web of Science utilisent le plus, on peut aussi, c'est-à-dire exporter, sauvegarder les publications. On peut trier par nom d'auteur et ainsi de suite. Alors, quand on parle de publication, donc là c'est intéressant, on a trouvé des publications potentiellement intéressantes. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'on a en termes de données, ce qu'on appelle les métadonnées. On va avoir le titre, la liste d'auteurs, les informations de la source. Donc ça, c'est le nom du journal, de la revue scientifique, le numéro de l'article, l'année de publication, la date d'indexation, c'est un article, on a le résumé, les mots-clés d'auteur, les keywords plus, qui sont générés automatiquement à partir des mots-clés, mais aussi des références, et les affiliations, mais aussi les adresses mail des auteurs. Il y a énormément d'informations, c'est pour ça que je dis ici, et plus, on a les informations, la catégorie, le domaine de recherche, le financement, euh, plein d'informations relatives à la publication. Alors, comment on fait pour trouver le texte intégral? Il y a différentes façons. On va pouvoir cliquer sur Free Full Text quand la publication est disponible depuis l'éditeur, donc l'option sur le site de l'éditeur. Ça, ici, c'est activé au niveau institutionnel. Donc on peut connecter avec la base de données des journaux pour lesquels la bibliothèque a un abonnement, donc s'abonne déjà. On a aussi les textes, le texte disponible depuis ProQuest quand l'institution a accès via ProQuest, et aussi les liens en libre accès. Donc on a différentes options en tête de la notice de publication, de l'enregistrement de la publication disponible. Alors, maintenant, on arrive aux choses sérieuses sur les fonctionnalités du Web of Science, sur comment on peut utiliser les filtres pour affiner la recherche. Sur la gauche, vous verrez ici, on a tout plein de filtres qui sont disponibles. Parce qu'avec l'expérience, vous allez vous rendre compte que toutes les publications ne se valent pas en termes de type de publication, mais aussi en termes d'impact, en termes d'années de publication. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les examinateurs, les examinateurs, mais aussi ce qu'on appelle les peer reviewers, les comités de lecture, ils vont vous demander, quand vous rédigez un manuscrit, de vous focaliser potentiellement sur les publications récentes. Donc ça, on peut mettre un filtre sur les publications récentes. On a aussi quelque chose de très intéressant, surtout quand on débute sur un sujet de recherche, je pense aux étudiants master, doctorants aussi, ce qu'on appelle les review articles. On peut se concentrer sur ce type de publication où là, c'est déjà des synthèses de littérature qui ont été faites par des collègues. Et ça vous donne, on lit une vingtaine de pages et tout de suite, on a une bonne idée de ce qui a déjà été publié, ce qui a déjà été fait dans le domaine. Voilà, donc on peut filtrer, donc on peut exclure par exemple, ou on peut juste se dire, voilà, je m'intéresse aux publications en accès ouvert. Comme ça, je suis sûr de ne pas rencontrer de problème quand je voudrais lire la publication. Okay. Donc on a ici, je l'ai déjà mentionné, hein, exclure les types de documents non pertinents. Par exemple, typiquement, les publications qui ont été retirées, donc ce qu'on appelle les retraction ou retracted publications, publications qui posent problème en termes d'éthique, en termes de problèmes de données, en termes de méthode, qui ont été retirées soit par la revue en question ou par les auteurs eux-mêmes, ou voilà, là où il y a des publications problématiques, ben, on peut tout de suite les exclure, donc les articles qui ont été rétractés. Et en fonction de vos objectifs, par exemple, on va se dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt
je sais pas moi, les articles, parce que c'est là où on va voir les contributions originales des chercheurs. Ou à l'inverse, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les news. Ou, je sais pas moi, par exemple, je ne veux pas de correction, je veux pas vraiment que les articles, les synthèses de littérature, les livres et chapitres de livres. Donc là, tous ces documents-là, là, ces types de documents, je vais les exclure. D'accord? Et ça, je vais considérer ça comme du bruit, moi personnellement. Après, ça dépend de vos objectifs. Il y en a pour qui les news, ça va beaucoup les intéresser parce que c'est ce qu'ils vont analyser dans les littératures. Alors, une petite clarification sur ce qu'on entend par early access. Le early access, c'est en gros l'accès anticipé. Typiquement, ce qui se passe quand vous soumettez un manuscrit à une revue et que le manuscrit il est accepté pour publication, il va être disponible en ligne et il est même disponible dans le Web of Science, mais il n'a pas encore été publié dans le sens du terme publication au sens propre, parce qu'il n'a pas encore été assigné à un numéro de revue. Vous savez, les journaux vont publier, je sais pas moi, par exemple, un numéro par semaine ou un numéro par mois. Il y en a qui vont même continuer à publier en format papier. Donc cet article-là, il est disponible en ligne, mais il n'a pas encore été assigné à un numéro précis. D'accord? Donc c'est pour ça que vous allez avoir deux dates. Il y a un accès anticipé. On peut lire votre article en ligne, mais il n'a pas encore été assigné à un numéro précis. On appelle ça article sous presse, articles in press, published ahead of print. Ça a été publié, mais il n'a pas encore été imprimé, ou il a été publié en ligne, online first, etc. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est que le DOI est le même, l'identifiant de la publication est le même, Digital Object Identifier, un identifiant d'objet digital, c'est un peu comme un numéro de passeport, de carte d'identité nationale pour un article ou une publication. Et on peut aussi les voir dans le Web of Science. Ici, Early Access, ça n'a rien à voir avec un preprint. Early Access, c'est une publication, elle a été examinée par les pairs. Alors qu'un manuscrit ou une prépublication, typiquement, elle n'a pas encore été évaluée par un comité de lecture. Ok. Voilà, donc soyez pas surpris quand on a, par exemple, vous allez avoir de dates, un accès anticipé et publié un peu plus tard. Et il a été indexé, par exemple, il a été publié en décembre 2023, mais il a été indexé dans le Web of Science qu'en février 2024. Donc, soyez pas surpris, c'est juste qu'il y a toujours une petite latence, un petit retard entre ce qui se passe entre euh, euh, entre le moment où le manuscrit a été accepté, entre le moment où il a été publié et entre le moment où il a été indexé dans le Web of Science. D'accord, alors juste pour précision, on a ces filtres, on a les années de publication, mais on a l'année de publication finale. Et là, vous allez voir des différences. Si je mets l'année de publication finale, par exemple 2024, on a des publications 2023 qui vont être considérées comme étant des publications de 2024 et ainsi de suite. Donc il y a toujours un décalage entre les années de publication selon ce qu'on considère comme étant une année de publication. Bon, là c'est un petit peu technique. En gros, on a année de publication qui va chercher les deux dates de publication. Moi, généralement, c'est ce que je prends en compte. On a l'accès anticipé et l'année de publication finale. Voilà, donc ça, c'est un petit peu de précision sur ce qu'on entend par année de publication. On a ce filtre qui est intéressant, c'est les plus récents, les documents les plus récents. Donc, on peut trier les publications et on veut faire apparaître les publications les plus récentes en, en premier lieu. OK. Euh, on peut trier selon le nombre de citations. Donc, vous allez voir au Maroc, vous avez aussi accès à Insights qui vous permet de voir quelles sont les publications qui sont fortement citées dans le domaine. Donc ça, c'est un autre indicateur, même si on a appliqué des filtres, c'est intéressant de regarder ce filtre qui va un peu plus loin, où, par exemple, on va trouver des milliers de publications, mais il y en a 313 qui sortent un petit peu du lot, et même 3 aussi,
des papiers fortement cités et ce qu'on appelle des hot papers ou des papiers chauds. En gros, c'est des papiers qui ont été cités assez de fois pour être dans le top 1%. Le hot paper, c'est encore plus de fois sur une période plus courte. Et on est dans le top 0,1%. Donc ça répond un petit peu à la question dans le chat de l'artefact qui demande, même après avoir fait le tri et appliqué des filtres, on se retrouve toujours face à une surcharge informationnelle. Comment peut-on vraiment décider de la pertinence des articles? Les filtres, en gros, ça vous permet j'ai envie de dire, d'exclure ce qui est d'emblée pas du tout intéressant. Je vais vous montrer tout à l'heure, quand on fait une recherche sur un mot-clé, vous allez trouver des publications dans des domaines où clairement vous allez me dire non, moi ça m'intéresse pas. C'est des mots-clés qui reviennent dans d'autres domaines. C'est intéressant peut-être pour eux, mais moi, dans mon domaine, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce domaine précis. D'accord? Donc il y a plein de filtres. Mais après, bien sûr, ce qui est vraiment pertinent, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question en lisant juste le titre, le résumé. Tout de suite, moi, je peux me faire une idée sur est-ce que la publication est intéressante ou pas. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'avoir des milliers de publications, ça sert à rien. C'est de se concentrer sur les publications euh, pertinentes. Donc, on a plein de méthodes qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, où on peut aller étape par étape. Quand vous faites une recherche, vous allez voir que c'est très itératif. C'est-à-dire qu'on va voir des milliers de publications, mais après, ensuite, on va pouvoir dire, ah non, je parcours quelques publications, j'ai pas été assez précis dans ma requête. Il faut que j'exclue ce terme. Parce que clairement, c'est pas du tout pertinent par rapport à ce qui m'intéresse. Donc, voilà, on a des différentes méthodes euh, où on va faire ce qu'on appelle une synthèse ou une analyse de la littérature, euh, où en gros, ce qu'on va faire, on va exclure déjà les données qui ne sont pas pertinentes. On va regarder aussi le type de données. Donc, on a pas mal de méthodes, dont la méthode qui est assez connue, méthode Prisma, qui existe et qui permet de garder que ce qui nous intéresse. Donc, je vous invite à regarder ce type de méthode. Euh, alors, une question de Malika qui demande comment distinguer un article indexé des autres. Bah, si vous le trouvez dans le Web of Science, ça veut dire qu'il est indexé. Une autre question de Hicham, comment accéder aux hot papers? Je vais vous montrer, il suffit de cliquer, mettre le filtre et on verra tout de suite les publications fortement citées ou papier chaud. Un autre commentaire de Moad, c'est pour cela, il sera pertinent d'utiliser la méthode Prisma. Ouais, tout à fait, c'est ça. On a des méthodes qui permettent de filtrer et essayer de réduire le bruit pour garder que ce qui nous intéresse. Dans tous les cas, pour ceux qui font une synthèse de la littérature, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs j'ai un guide sur le sujet. Quand vous faites votre recherche et vous appliquez vos filtres, après l'objectif c'est d'expliquer comment vous avez fait votre recherche. Alors on va trouver des publications, ça c'est pas un problème. Comment on peut les exporter? Il y a plein de façons. On peut exporter vers EndNote Online. D'ailleurs, il y aura une session sur le sujet, sur comment récupérer les publications et ensuite les formater selon le style de citation qui nous intéresse. Euh, pour ceux qui utilisent RefWorks, qui utilisent Mendeley, Zotero, etc., on peut exporter vers un format BibTeX ou RIS. Donc ça, c'est des formats qui sont compatibles avec d'autres outils euh, de gestion de références. Euh, alors, j'avance sur la présentation. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. C'est la méthode Prisma, c'est pas Prisma. Je la mets dans le chat pour tout le monde. Alors, je partagerai avec vous d'autres guides. Ils sont disponibles dans ma newsletter pour ceux que ça intéresse. Newsletter gratuite. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Euh, Sur Internet, j'ai une newsletter gratuite où je partage
pas mal de guides surtout pour les chercheurs débutants. Donc ça, c'est ma newsletter où vous recevez une fois par semaine une newsletter sur comment rédiger sa dissertation, rédiger un manuscrit scientifique, un poster recherche, comment on répond au comité de lecture, aux examinateurs, rédiger une lettre cover letter quand on soumet son manuscrit, trouver journaux prédateurs et éviter les journaux prédateurs, comment identifier ces journaux prédateurs qu'on veut euh, forcément exclure dans notre cible. Voilà, il y a plein de guides. Comment faire une synthèse de la littérature? C'est quoi un cadre de travail d'un point de vue théorie, theory framework, synthèse de la littérature? Euh, voilà, il y a pas mal de guides. C'est quoi la différence entre une question de recherche et une hypothèse? Voilà, donc je vous conseille comment on rédige en anglais simple, en anglais scientifique. Ça, c'est une question qui m'a été posée récemment. Comment on fait pour améliorer son anglais? Voilà, donc chaque semaine, je poste ce genre de guide et aussi, c'est aussi là où j'annonce les webinaires gratuits avec attestation. Donc, je fais un webinaire par mois, un en français et un en anglais. Euh, voilà, l'importance de la recherche collaborative, ça c'était euh, en février. Et prochainement, la semaine prochaine et la semaine suivante, un webinaire sur comment on peut étendre nos recherches de littérature à du contenu spécialisé. Donc, si vous allez ici, vous allez avoir le, le lien pour s'inscrire au webinaire. Voilà. OK, je reviens sur la présentation. Euh, donc, voilà comment on exporte la littérature. Et on peut d'ailleurs exporter toute cette littérature vers EndNote, mais aussi vers Insights. Alors ça, je vous le montrerai il me semble, c'est le dernier module, comment on peut comparer la littérature. Donc, je reviendrai sur Web of Science et on exportera la littérature vers Insights. C'est une plateforme à laquelle vous avez aussi accès au Maroc et, euh, et avec le même profil. Et on utilisera aussi EndNote. Alors, quand on exporte vers Excel, on peut exporter vers Excel aussi, si vous êtes un utilisateur d'Excel, où on peut analyser les données et on peut aussi choisir ce qu'on veut exporter. Toutes les métadonnées, alors toutes les informations ne sont pas forcément importantes. Par exemple, l'auteur, titre, la source, le résumé, les adresses, et on peut faire nos analyses dans le Web of Science. Alors, deux dernières diapos avant de passer sur comment on utilise la plateforme. On a dans le Web of Science, vous verrez en bas de page, on a une assistance produit où on a plein d'informations sur comment, par exemple, accéder au Web of Science à distance. Vous pouvez poser vos questions à notre équipe technique et bien sûr, on peut chercher. Si vous ne trouvez pas euh, réponse à votre question, vous pouvez contacter nos équipes et ils vous répondront sous 24 heures. Vous avez une première réponse en anglais sous 24 heures, mais vous pouvez aussi leur écrire en français. Donc, vous aussi l'adresse mail. Encore une fois, je partagerai avec vous la présentation, donc vous aurez toutes les informations euh, dans la présentation. Alors, je vais passer sur la plateforme maintenant, parce que ça, c'était la présentation, mais moi, je vais vous montrer comment on l'utilise. Euh, Ici, par exemple, vous allez voir, ça, c'est la page d'accueil. Alors, moi, j'ai la nouvelle interface. Votre interface est peut-être légèrement différente, mais elle sera similaire. Vous avez la recherche avancée. Alors, moi, j'accède depuis webofscience.com. J'ai mon compte et alors, j'ai fait une session sur le sujet aussi il n'y a pas très longtemps sur l'intérêt de créer un profil très important. Ici, vous allez avoir un bouton Register, s'inscrire, vous créez un compte. C'est un compte gratuit qui vous permet d'accéder au Web of Science à distance depuis n'importe où. Là, aujourd'hui, je travaille depuis chez moi. Je ne suis pas au bureau de Clarivate, mais j'ai accès au Web of Science. Web of Science me reconnaît comme quelqu'un ayant accès au Web of Science. Donc, au Maroc, vous accédez depuis les ressources électroniques de l'IMIS, comme ça a été mentionné dans le chat, on crée un compte. Mais après, dans le Web of Science, vous créez un compte et c'est ce même compte que vous pourrez utiliser pour accéder à ces différentes ressources, telles que EndNote,
Journal Set Reports, on a une session sur cette plateforme très prochainement. Insights aussi, on en parlera, et aussi EndNote. Quand on crée un profil comme ça, vous verrez qu'en bas de page, là, j'ai accès à mon historique. Donc ça, c'est des recherches, des requêtes que j'ai faites il n'y a pas très longtemps dans le Web of Science. Profil, j'ai des publications, Luc gère des articles qui sont potentiellement pertinents, intéressants. D'accord? Et j'ai accès à Pivot RP. Le Web of Science me suggère aussi des conférences dans mon domaine. Ensuite, on a aussi des chercheurs, et là, le Web of Science me dit que ces chercheurs, ils partagent les mêmes expertises que moi par rapport à leurs publications. Et je vois qu'il y en a, ils ont même leurs photos. Donc là, clairement, je sais que ce sont des gens qui utilisent le Web of Science. Et là, je peux avoir la visibilité sur leur profil. Ensuite, j'ai donc là, moi, ça, c'est mon identifiant unique sur le nombre de publications que j'ai, etc. Et le Web of Science même, il m'alerte quand une de mes publications, je peux aller voir ici, là, j'ai mes publications. Donc là, j'ai une publication, il y a une publication, c'est d'autres auteurs qui ont cité ma publication. C'est une publication de 2025 et ils ont cité cette publication qui est la mienne, qui date de l'année dernière. D'accord. Donc, je vais vous montrer après comment on fait ça, mais en gros, ici, vous avez un profil auquel vous avez aussi accès ici sur la gauche. On peut gérer son profil. Donc, ça, c'est moi. Je suis affilié à l'université de Leiden, c'est là où je fais de la recherche, mais je publie aussi en tant qu'employé de Clarivate. J'ai un identifiant unique, j'ai un profil sur ORCID qui sont synchronisés. Et là, moi, mes sujets, je m'intéresse beaucoup au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, le Web of Science, tout ce qui est Science Policy, un peu de Machine Learning, l'âge des chercheurs, la bibliométrie. Donc ça, c'est vraiment mon domaine. Et tous ces topics, ces sujets de recherche, c'est dans l'informatique, mais aussi dans ce qu'on appelle sciences de l'information. Donc là, j'ai mes publications et quelques statistiques. J'ai mis aussi ma dissertation. J'ai des pré-publications et j'ai même un indicateur où là, je vois que mes publications, elles sont dans le euh, 75e. En gros, mes publications sont plus influentes que 75% des publications similaires, c'est-à-dire dans le même domaine, publiées la même année et type de même publication. Donc moi, c'est essentiellement des articles. J'ai peut-être qu'une seule conférence. Voilà. Voilà, on voit aussi mes co-auteurs. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'intérêt d'avoir un profil que je peux partager d'ailleurs. Donc ça, c'est même un profil public, hein, je peux le partager avec vous. Il y a il y a une version gratuite de ce profil. On n'a pas besoin d'abonnement pour accéder à mon profil et je peux l'exporter en tant que CV. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir un profil dans le Web of Science. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est explorer un sujet. Ce que je vais faire, je vais mettre un sujet. Je vais tricher un petit peu, je vais regarder ce qui se fait beaucoup au Maroc, juste une analyse rapide. Donc là, je trouve 115 000 publications avec au moins un chercheur marocain sur tout l'historique, en repartant jusqu'à 1900. On a les chercheurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet là. Donc là, corrosion. Alors, il semblerait qu'au Maroc, on travaille beaucoup sur le sujet de la corrosion, la rouille. Donc là, ce que je vais faire corrosion. Vous avez compris, hein, je mets juste un mot-clé comme ça. Et là, ce que je fais, là, je suis en train de regarder sur toute la base de données. J'ai été un petit peu vite, mais dans la recherche avancée ici, c'est là où on a deux types de recherche. On a les publications et on a les chercheurs. On peut chercher des personnes, des auteurs, et on peut chercher des publications. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais juste explorer les publications. C'est ici où on voit toutes les bases de données que j'ai décrites en introduction, vous vous rappelez. En face de chaque base de données, on a un descriptif. Donc là, jusqu'à 1900, on parle de journaux, livres et conférences. Arabic Citation Index, c'est le contenu qui est publié dans les pays de la Ligue arabe et ça va jusqu'à 2015. Medline, vous l'avez compris, on peut chercher par Mush Terms. Donc ça, c'est les termes, c'est les termes spécifiques à cette base de données qui provient de PubMed et ainsi de suite. On peut regarder les dissertations aussi. On a des dissertations qui vont jusqu'au XVIIe siècle, par exemple. Donc ça, c'est aussi une source de données intéressante. Si on ne sait pas dans quoi chercher, on peut faire juste all databases. Juste prenez en compte que c'est toutes les bases de données auxquelles vous avez accès.
Donc, vous, votre liste ici sera potentiellement différente. D'accord? Donc, je vais chercher sur corrosion. Donc, supposons quelqu'un au Maroc est intéressé pour étudier la question de la corrosion. Donc, ça, c'est tout l'historique. Alors là, clairement, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas assez de temps, on n'a qu'une seule vie. 314 000 publications, c'est clairement ingérable d'un point de vue de lecture, mais on peut quand même les analyser. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va commencer à filtrer. Il y a un filtre intéressant, c'est la catégorie. Quand on parle de corrosion, de quoi on parle exactement? Alors, bien sûr, c'est les sciences des matériaux. Il y a de la physique appliquée, il y a de la toxicologie, il y a même de l'art. Voilà, je sais pas moi, quelqu'un qui a fait une sculpture en métal et elle commence à rouiller. Ben voilà, les artistes, ils vont s'intéresser à ces questions-là. Moi, pour moi, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc là, ici, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est plutôt la microscopie et ainsi de suite. L'ingénierie civile, bien sûr, si vous êtes plutôt dans le bâtiment, ben la corrosion qui impacte les structures métalliques dans les bâtiments. Donc là, c'est plutôt ça qui m'intéresse, et ainsi de suite. D'accord? Donc, par exemple, moi, je vais prendre, c'est l'ingénierie mécanique et l'ingénierie civile. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vais descendre et je vais dire, voilà, je veux juste euh, filtrer là-dessus. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a plein de, il y a plein de, voilà, l'ophtalmologie, vous imaginez les gens qui travaillent le métal, bah, quel est l'impact de la corrosion et ainsi de suite. Donc ça, c'est des domaines qui, clairement, pour moi, ça m'intéresse pas. Donc là, je vais garder que ce qui m'intéresse. Et ici, vous voyez qu'on a la requête commence à être plus précise. Corrosion, mais sur l'ingénierie civile, l'ingénierie mécanique. On peut aller plus loin, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5 dernières années, par exemple. Je peux faire ça. Je m'intéresse qu'à la littérature récente. En plus de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je débute dans le domaine, je ne veux pas lire toute la littérature, je veux lire et explorer ces 430 publications qui vont, elles, synthétiser ou résumer la littérature. Donc voilà, j'ai mis un type de document ici, ou l'inverse, plutôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les articles, et on va dire les conférences. D'accord? Donc là, clairement, ce qui m'intéresse, je ne veux pas les publications qui ont été retirées, et ainsi de suite. D'accord? On peut aller plus loin sur. Donc là, l'ingénierie civile, l'ingénierie mécanique, c'est très vaste. C'est très, très vaste. On a une autre classification qui vont classer les publications. Donc, il faut que vous le sachiez, ces catégories ici, c'est les catégories des journaux dans lesquels ces publications sont publiées. Mais ce n'est pas une classification de la publication elle-même. Donc, par exemple, cet article, Journal of Constructional Steel Research, c'est un journal qui parle d'utilisation de l'acier dans la construction. OK? Mais ça ne me dit pas la classification de cette publication en tant que telle. Pour ça, il faut aller dans ce qu'on appelle les topics. C'est une classification de sujets, de publications par similarité. Donc là, on va voir par exemple la science concrete science, la science du béton, l'ingénierie ou métallurgique, l'ingénierie géotechnique, la céramique, et ainsi de suite. Donc là, on va s'intéresser au sujet des publications en tant que tel. Donc ça, c'est beaucoup plus précis. On a 3 niveaux, donc on a le macro, le méso et le micro. Moi, celui que j'utilise souvent, c'est le micro. Parce que là, du coup, ici, vous allez voir que c'est vraiment, quand on parle aux chercheurs, ils vont nous dire, ouais, moi, ce qui m'intéresse, je travaille dans l'ingénierie civile. OK, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je m'intéresse aux questions liées à la rouille, la corrosion. OK, très bien. Mais c'est quoi exactement? Et là, ils vont vous dire, je m'intéresse aux détections de dommages. Ben, je vais m'intéresser aux questions avant que la structure s'écroule. J'ai besoin de savoir, voilà, s'il y a déjà un endroit où il y a déjà des dommages de la structure, ben, faire un petit peu de maintenance, un peu de prévention. Ça, c'est les questions qui m'intéressent. Donc là, c'est plutôt le sujet précis. D'accord? Donc là, ça devient assez technique. OK, par exemple, voilà, c'est plutôt la maçonnerie qui m'intéresse ou et ainsi de suite. Donc là, c'est des sujets beaucoup plus précis. Il y en a qui vont faire, par exemple, du machine learning lié à la corrosion. Comment on fait pour détecter avec, je sais pas moi, ça peut être computer vision, ça peut être différentes techniques, corrosion liée au bois. Donc là, on est beaucoup plus précis sur les sujets qui nous intéressent.
Moi, ce que je vais faire ici, je vais rester sur le sujet qui touche à tout, la corrosion. OK. Et là, vous voyez, on est passé de 300 000 à 850 publications. Et ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Il y avait une question tout à l'heure sur comment on fait pour trouver les papiers fortement cités. Donc, on a ici 3 publications. D'accord? Donc, on peut s'intéresser à ça, à ces publications. Et on va avoir ici ces publications. Par exemple, c'est une publication qui a moins d'un an, mais qui a déjà été citée 15 fois. 15 fois, bah, c'est suffisant pour être cité, pour être dans le top 1% du domaine de l'ingénierie. Donc, on va comparer ces publications-là. J'en parlais plus en détail dans la session liée à Insights, où là, on peut comparer les publications. Donc, cette publication-là, si on prenait toutes les publications similaires publiées en 2024 en ingénierie, et c'est un article, dans ce cas-là, 15 citations, c'est assez pour être dans le top 1%. Okay. Donc à partir de là, il y a plein d'analyses qu'on peut faire. On peut regarder. D'ailleurs, ça c'est des conseils que je donne pour ceux qui veulent chercher et trouver un expert. Bah, là, on a des auteurs qui sont basés, il me semble, ils sont tous basés en Chine. Voilà, on a même leur adresse mail et on sait ce qu'ils ont fait dans la publication. Ici, on a le full text publisher, par exemple. Ici, là, je vais trouver le lien vers le texte intégral. D'accord? Donc là, ça me redirige directement vers Science Direct. Vous avez accès au Science Direct où là, je peux trouver le texte intégral. Moi, il me reconnaît comme étant aussi un, un- un- un chercheur affilié à l'université de Leiden. Donc, je peux aussi accéder depuis ma bibliothèque. Voilà, donc comment on cherche. On peut aussi, moi, il y a une recherche qui est très intéressante, que je vous conseille de faire aussi. C'est, supposons que c'est ça qui nous intéresse, moi, je vous conseille de faire une analyse aussi par affiliation, essayer de voir où est-ce que les chercheurs sont basés. Et par exemple, au niveau du pays, on va aller voir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au Maroc qui s'intéresse à ces questions ou quelqu'un dans la région. Donc là, je vois, il y a 7 publications au Maroc. En vérité, c'est 7 chercheurs basés au Maroc ont contribué à pardon, des chercheurs au Maroc ont contribué à ces 7 publications. Dans chacune de ces publications, je trouverai au moins un chercheur basé au Maroc. C'est ça que ça veut dire. Mais il peut y avoir des collaborations avec. Donc ça, c'est quelqu'un de Masser euh, qui, voilà, étudie ces questions. Mais vous allez voir que si je refais pays, bah, il y a des collaborations avec la France. Donc il y a 3 publications parmi les 7 qui ont un chercheur basé en France, 3 publications qui ont un chercheur basé en Corée du Sud, et ainsi de suite. Si je reprends celle de Mincer, par exemple, c'est aussi comme ça qu'on trouve des gens qui travaillent dans le même domaine. Bah, j'ai même l'adresse mail de cet auteur, Adnan, c'est le premier auteur. Et c'est une publication relativement récente, donc potentiellement il est encore à l'université de. Il est à l'UM6P, donc je crois qu'il a 2 adresses. Non. Euh, voilà, donc il est affilié à l'UM6P, mais aussi à Marseille. D'accord, donc il a deux adresses. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut aussi trouver des gens avec qui on peut collaborer. Moi, je l'ai fait personnellement et ça marche, ça fonctionne très très bien. Donc on a toutes les métadonnées, le titre, l'information relative à la publication, le journal. Facteur d'impact, on en parlera plus en détail. On a une session sur le sujet. Voilà, cette publication, elle a été citée elle-même. Donc on peut aller voir ce que d'autres personnes ont fait et qui ont cité cette publication. C'est une publication qui a déjà été exportée 4 fois. Et, et là, je pourrais, par exemple, voilà, faire une analyse, exporter vers EndNote Online, ou si vous utilisez un autre outil, vous pouvez aussi exporter vers RIS, RefWorks, etc. Ok. Ça, c'est pour comment on utilise
les filtres quand on fait une recherche de la littérature. Alors, le temps passe vite. Ce que je vais faire, je vais parcourir les questions parce qu'il y a pas mal de messages dans le chat. Bonjour Jamel, bonjour. Jamel, Oui, est-ce que tu bonjour m'entends? Touria. Bonjour, ça va. Je vais Oui, oui, je peut-être t'entends. vous aider. J'ai quelques questions. Il y a une question qui dit la personne qui demande sur la taille du fichier car elle a un problème à exporter les résultats parce que la taille Ouais. limite c'est 50 articles. Ouais, j'ai la même question. C'est une question d'Ibtissam en privé. Parce que j'ai Oui. reçu plein de questions en privé aussi. Alors, si j'enlève Maroc, comme ça on aura plus de publications. On peut exporter ici. Si je mets, on a ce qu'on appelle Fast 5000. Donc c'est un export rapide jusqu'à 5000 publications. Mais l'export sera limité. C'est-à-dire qu'on aura la liste des auteurs, le titre de la publication et la source. Si on veut quelque chose de plus complet, on peut faire Excel, d'accord? Et là, pour Excel, on va dire je vais exporter de 1 à 858. Le maximum, c'est 1000. Donc si je mets full record, donc c'est toutes les données de toutes les métadonnées de la publication, des publications, je vais avoir le titre, l'année de publication, etc. Je peux exporter vers Excel. Si on veut encore plus, on a un export vers ce qu'on appelle un tab delimited, c'est un fichier texte. Et là, encore une fois, on précise de 1 à 858. Alors, on a un format tab delimited, une autre question de Hassan, au format CSV. Vous pouvez exporter vers Excel et après sauvegarder en fichier CSV. Ouais, une question de Nora, oui, guide pour faire une synthèse de la littérature. Je prends en compte, je ferai ça. Y a-t-il une limite au nombre de références que je peux exporter en une seule fois? Alors, je vais répondre à cette question. Euh, alors, comment je peux accéder à vos webinaires et posts? Alors, je l'ai mis tout à l'heure dans le chat, je le remets ici. C'est une newsletter gratuite où vous pouvez vous abonner et vous recevrez les alertes. Alors, une question légèrement hors sujet, c'est quoi la différence entre la méthode Prisma et la méthode IMRAD? IMRAD, c'est une structure d'article. IMRAD, c'est introduction, méthode, recherche, résultat, analyse et discussion. Alors que Prisma, c'est une méthode c'est typiquement ce que j'ai fait ici. J'ai commencé par un sujet, ensuite j'ai filtré pour être le plus précis sur, sur, euh, sur mes résultats. Le fichier Excel, ok, ça c'était la même question. Alors ça c'est une question, je pense pour toi, Toria. Comment les étudiants des institutions supérieures qui ne sont pas affiliés à des universités comme l'ISPITS peuvent-ils accéder au Web of Science? Oui, j'ai répondu par écrit, mais J'ai déjà répondu. oui, je vais donner une réponse pour tout le monde. Donc, l'accès est Ok. réservé aux ressources électroniques, est réservé aux chercheurs affiliés aux universités publiques marocaines. Par ailleurs, ceux qui sont hors cette communauté et peuvent se déplacer vers là-bas, nous avons une bibliothèque publique de chercheurs où vous pouvez vous inscrire et bénéficier de l'accès des ressources électroniques à partir de la bibliothèque. Donc, c'est ça la seule solution. Sinon, si vous êtes hors communauté université, vous ne pouvez pas accéder à partir de vos établissements aux ressources électroniques, ni utiliser l'accès à distance aux ressources. Merci. Merci. Euh, Comment éviter les doublons ou gérer la duplication lorsque j'importe ces références dans mon logiciel de gestion bibliographique? Alors, généralement, EndNote, il y a une fonctionnalité bon, j'en parlerai, on a une session en détail dans les semaines à venir qui sera annoncée d'ailleurs sur la page Facebook de l'IMIST CNRST, donc imist.cnrst. On a une session sur EndNote où on a une fonctionnalité qui permet d'enlever les doublons. Question de Keltoum, RIS ou RIS est compatible sans défaut, par défaut avec tous les outils de gestion bibliographique? Oui, si j'exporte vers RIS ici, je prends ces publications, j'exporte. Alors moi, j'utilise aussi EndNote Desktop. Euh, Ici, là, je vais faire ça et ça m'ouvre automatiquement EndNote.
et ça va m'importer. Donc, c'est la même chose avec les principaux outils de gestion de références. Voilà, donc là, on voit, il m'a importé 858 références d'un coup. Alors, Bahlaoui qui me demande, peut-on avoir accès au Web of Science chez soi sans passer par les MIST? Oui, mais la première fois, il faut passer par les MIST. Une fois que vous passez par les MIST, ensuite, vous créez un compte et ce compte vous donne accès au Web of Science à distance. Alors, question plus technique, Shaima, je pense que le Web of Science n'est pas la seule plateforme permettant à la fois la revue de littérature et la publication. Cependant, est-ce qu'on peut, dans le cadre du projet de thèse de doctorat, se référer uniquement à une seule plateforme pour la revue et la publication? Alors moi, j'utilise essentiellement Web of Science, mais ça m'est arrivé de faire de citer des publications que je ne trouve pas dans le Web of Science, telles que des rapports, par exemple, ou même des blogs, ou des journaux, ou des publications que j'ai trouvées intéressantes dans Google Scholar. Donc non, vous n'êtes pas limité au Web of Science, surtout quand vous travaillez dans des domaines où il y a des publications qui ne sont pas indexées ou des publications qui sont publiées dans des journaux mais qui n'ont pas encore été indexées. Une autre question, comment on publie dans le Web of Science? Alors, on ne publie pas dans le Web of Science, on publie dans une revue ou dans un livre ou dans une conférence indexée dans le Web of Science. Donc, c'est ça la différence. Par exemple, ici, je vois que ce journal, il est indexé dans le Web of Science. Donc, si je publie dans ce journal, mon article sera indexé dans le Web of Science. Comment peut-on estimer le quartile futur d'une revue dans laquelle on prévoit de publier un article? Alors ça, j'en parlerai sur le module très prochainement consacré au Journal Citation Reports. On peut faire des estimations comme ça. Ça prend un petit peu de temps, mais on n'a pas besoin de faire d'estimation. Dans Journal Citation Reports, on a déjà l'information sur les données les plus récentes. Si on veut s'amuser à le faire au niveau d'un domaine, il faudrait faire ce qu'on appelle un rapport de citation par journal, et après comparer les performances des journaux. Alors, une question de Rachid. L'accès libre, le site ne donne que la recherche des chercheurs, mais pas les documents. Alors, si, oui et non. Ici, par exemple, si je prends, c'est intéressant, si je prends sujet, par exemple ici, par exemple sur 9900 documents, il y en a 2400 à peu près, 2339 qui sont en accès ouvert. Après, il y a différents moyens d'accéder au texte intégral. Encore une fois, pas plus tard que ce matin, j'ai répondu à quelqu'un qui m'a demandé est-ce que vous avez accès à cet article? Moi, je n'avais pas accès à cet article, mais vous pouvez éventuellement contacter l'auteur et lui dire voilà, je suis très intéressé, est-ce que vous pouvez partager une copie avec moi? Et c'est comme ça qu'aussi on peut accéder à la littérature. Alors, comment je peux suivre les tendances émergentes en physique nucléaire grâce au Web of Science? Ça fait de mieux orienter mon sujet de mémoire. Très bonne question. Alors, on a ces indicateurs de papier fortement cité ou sujet chaud, publication chaude, mais on a quelque chose qui est plus précis qu'on appelle Research Horizon Navigator. Donc là, on s'intéresse à l'horizon de la recherche. C'est quoi la frontière de la recherche? Ça, c'est une question très, très, très importante. Si vous êtes capable de faire ça au niveau doctorat, ça serait magnifique parce que pardon, vous vous intéressez aux questions actuelles, là où va la recherche. Donc, j'en parlerai lors de la session dédiée à la plateforme Insights. On appelle ça Research Horizon Navigator. C'est une plateforme auquel vous avez accès aussi au Maroc via la plateforme Insights. Et je peux faire, alors vous m'avez dit la physique nucléaire, mais ça marche pour tous les domaines. Si je mets nuclear physics, par exemple, où est-ce qu'on parle de nuclear physics? Donc on va avoir ce qu'on appelle des sujets émergents. Et d'ailleurs, c'est un, un cas d'utilisation pour cette plateforme. Donc on a 99 sujets émergents quand on parle de physique nucléaire. Des sujets qui sont très récents.
Alors, on a le machine learning, mais on va avoir, ici, c'est là où on a le plus de publications. Alors, un instant, je vais faire un tri ici. Voilà, 443, le machine learning dans voilà, pas mal de développement dans ces questions-là. J'en parlerai plus en détail, sans que c'est le module numéro 5, où on parlera d'insights. Alors, plein de messages dans le chat. Alors, une question qui se répète aussi. Alors, je ne peux pas répondre aux questions de chaque sujet. Quelqu'un qui me demande sciences sociales, sciences politiques. Je l'ai fait pour la corrosion, mais le sujet, la méthode, c'est la même. Vous mettez votre sujet de recherche et ensuite, vous pouvez analyser. Il y a un cas d'utilisation dont je parle aussi dans ma newsletter, c'est moi, à partir de la corrosion ici, là, je peux analyser les journaux qui sont indexés avec facteur d'impact. Donc ça, c'est un cas d'utilisation aussi du Web of Science. Jamal, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Oui, rappeler la méthode d'octroi du certificat et de l'enregistrement? oui, bien sûr. Oui, merci. Alors, Oui, je l'ai mentionné en début de session, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont raté oui. cette information-là. L'attestation, moi, ce qui se passe après la session, je vais récupérer la liste des participants, donc c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de me donner votre nom, prénom, adresse mail. J'ai déjà cette information-là. Je vous enverrai les attestations par mail. Vous me laissez juste un petit peu de temps. Et la même chose, vous aurez la copie de la présentation du PDF, diapo que j'ai utilisé aujourd'hui, ainsi que le lien vers l'enregistrement. Et d'ailleurs, pour votre information aussi, j'ai aussi des cours pour ceux qui veulent aller plus loin euh, sur, euh, sur les formations. J'ai des formations, c'est des enregistrements de formations similaires. Euh, Par exemple, voilà, gérer son identité numérique, comment votre manuscrit est-il évalué par les pairs, étude des profils des revues. C'est des sessions d'1h30, c'est des formations gratuites avec attestation. Voilà, synthèse bibliographique, gérer ses références avec EndNote online, voilà, d'1 heure, 1h30, comment préparer son manuscrit. Euh, des formations gratuites. Je vous mets le lien dans le chat et vous recevez automatiquement l'attestation, mais il faut visionner l'enregistrement. Donc, il ne suffit pas de s'inscrire euh, et vous recevez automatiquement l'attestation. Alors, la différence entre Web of Science et Web of Science Core Collection. Core Collection, c'est une base de données dans le Web of Science. Web of Science, c'est le nom de la plateforme, donc webofscience.com. Et dans le Web of Science, on a plusieurs bases de données, dont le Web of Science Core Collection. Quand vous entendez revue indexée, on parle dans le Web of Science, on parle de cette base de données, Web of Science Core Collection. Quand vous entendez qu'une revue a un facteur d'impact, le Journal Impact Factor, on parle de revues qui sont indexées dans le Web of Science Core Collection. Oui. Alors, IMRAD, une question d'Abdelaziz, j'en parle encore une fois dans ma newsletter. C'est d'ailleurs la structure que j'utilise quand je rédige un manuscrit. Moi, toujours intro, méthode, résultat, avec analyse et discussion en conclusion. Alors, je vois qu'il y a de la demande pour un guide pour Prisma. Je vais préparer ça et je pourrai le partager avec vous. Oui, encore une fois, Ibtissam, alors je ne sais pas ce qui se passe. Quand on fait une recherche sur un mot-clé, on peut exporter plus que 50. On a le FAST 5000, on a aussi Excel, mais on est limité. On est limité parce que dans Excel, c'est par, par groupe de 1000. Moi, je pense que ce que vous faites, c'est que vous faites juste ça et export. Vous sélectionnez les 50 et après vous exportez vers Excel. Ce qui fait que on a sélectionné que 50 résultats. Il faut être un peu plus patient, faire attention. On dit les enregistrements de 1 à 1000. D'accord? Quand on exporte, encore une fois, on exporte et on dit on veut exporter de 1 jusqu'au millième enregistrement. Voilà. On peut faire que 1000 publications à la fois. Si on veut vraiment exporter des dizaines, centaines de milliers, ben, il faut être
On va faire ça. Moi, je l'ai fait, hein, vous voyez, je l'ai déjà fait. 1001 jusqu'à jusqu'à 2000, et ainsi de suite. 2001 jusqu'à 3000, 3001 jusqu'à 4000, et ainsi de suite. Merci pour souligner mes questions sur une note. Voilà, si vous allez sur, je pense que ça a déjà été partagé. L'équipe de l'IMIST, ils partagent déjà hein, des formations. Encore une fois, par exemple, aujourd'hui, il y a avec plein d'éditeurs. Voilà, il y a d'autres formations ici. Donc il y a un module. Le programme, il a déjà été annoncé. Voilà, profil chercheur, c'est le 10 avril. EndNote, c'est le 29 avril. Journal Search Reports, pour tout à l'heure, la question relative au quartile, c'est le 7 mai. Et Insight, c'est le 27 mai. Voilà. Et en plus de ça, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, moi-même, j'organise des sessions mensuelles. Donc, par exemple, ici, ça c'est pour ce mois-ci, le 18 mars et le 25 mars. Il y a une session en anglais et la même session en français. Euh, Jamal, je vais juste oui, répondre sur une question pour l'accès. Il y a des ouais, personnes qui disent quand ils essaient d'accéder à Web of Science, ils n'ont que l'onglet chercheur. C'est parce que vous n'accédez pas d'une ouais. adresse autorisée. L'accès global, l'accès à la call collection se fait euh, à partir de vos universités, un de ces établissements ou par l'accès à distance aux ressources. Si vous n'empruntez pas l'une de ces voies pour accéder, vous allez toujours avoir l'accès public de Web of Science qui n'affiche que l'onglet chercheur. Donc, vous devez être connecté à partir soit de votre université, soit à distance à travers l'accès à distance aux ressources. Il y a des questions qui disent que nous avons apparemment des participants provenant des établissements publics hors université qui n'ont pas l'accès, bien sûr, parce que l'accès est réservé aux universités, juste les établissements universitaires. Même si vous êtes un établissement public, notre contrat avec les éditeurs et les fournisseurs d'accès se fait uniquement pour les universités publiques marocaines et c'est dans le cadre du consortium marocain pour l'accès aux ressources électroniques qui regroupe jusqu'à l'instant les 12 universités publiques marocaines. Ok. Merci. Il me semble qu'on avait partagé à l'époque, je pense que ça serait bon de le repartager, un guide d'accès. C'est important où il y a un guide étape par étape. On pourra le partager avec Pour vous. accéder. Ouais, ouais. Ouais, pour accéder aux ressources électroniques. Euh, il y a une question, je pense que c'est une question importante. Euh, pour les questions relatives, alors, souvent quand on entend Web of Science, on a l'impression que c'est que pour les sciences expérimentales, sciences naturelles. Non, non, on a du droit. euh, Ça, on va le trouver dans ce qu'on appelle Social Sciences et Arts Humanities. Donc, non, aucun problème. Pour s'inscrire à la bibliothèque de Rabat, le- le- je pense que Touria, tu pourras aussi partager ces informations pour avoir accès aux ressources numériques. Elle est à Oui, Rabat même, la bibliothèque, oui. donc il Oui, y a des nous avons une questions bibliothèque de sur ces sujets. recherche au niveau de la ville de Rabat. On est situé à Rabat, Hay Riyad. Nous avons une bibliothèque de recherche où vous pouvez accéder à un fonds documentaire papier, à un nombre important des thèses soutenues aux universités publiques marocaines et même soutenues dans les établissements de formation de cadres. Et en plus du fonds documentaire papier, il y a le fonds électronique dont Web of Science fait partie. Donc, pour bénéficier, si vous n'êtes pas affilié aux universités et vous avez la possibilité d'être sur Rabat, vous pouvez, euh, vous pouvez faire une adhésion à la bibliothèque et bénéficier de toutes ces ressources. Est-ce qu'il y a une différence entre l'adhésion à la bibliothèque de l'IMIST à Rabat et l'accès numérique depuis chez nous? Non, il n'y a pas de différence. Normalement, enfin, si on va à la bibliothèque, bien sûr, En on aura plus accès au... vous avez le fonds documentaire papier accessible en plus. Mais C'est pour ça, les ressources c'est ça, électroniques, ce sont c'est la même les mêmes chose. ressources Ouais. électroniques, oui. Ok. Alors, bah, je pense que c'est tout. On a fait le tour. Non, pas besoin de confirmer la présence. Et je pense qu'on a fait le tour. Mhm.
Oui. Juste, il y a une petite question Euh, où j'ai senti une petite confusion. Web of Science, c'est une oui. base de données bibliographique, elle ne publie pas. Jamal l'a déjà dit. Il y a une question Oui. السؤال الذي أود من حضراتكم يتابع عنه من فضلكم هل هناك قيود مرتبطة بالنشر على مستوى هذه المواقع؟ دونك هذه المواقع ليست للنشر، هي قواعد فيها مجموعة من المجلات المحكمة التي تستجيب لمجموعة من الشروط العلمية لكي يعني تكون محكمة ومدرجة في هذه المواقع. هي فقط لإعانتكم لاختيار المجلة الأفضل لنشر بحثكم. يعني قواعد البيانات الببليوغرافية مثل ويب اوف ساينس لا تنشر، وإنما تساعدكم على اختيار من بين ما تقدمه، هو المساعدة على اختيار المجلة الأفضل للنشر. وكذلك إلى أين وصل البحث الذي تنوون يعني إجراء بحث أو مقال فيه، يمكن أن يعطيكم إنارات في هذا المجال. أتمنى أن أكون قد أجبت قليلا عن سؤالكم. Si Jamal, si tu as quelque chose à ajouter pour Non, confirmer. c'est bon, merci. Oui, j'avais raté la question de Mohamed, effectivement. Mm, Il y a beaucoup de messages dans le chat. Merci Touria, merci Karima mm, pour votre assistance parce qu'il y a beaucoup de questions. Bon, il y a aussi beaucoup de questions répétitives. De toute façon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment accéder au Web of Science, c'est la mm. première étape. Ensuite, il y a énormément de matériel, donc je partagerai avec vous l'enregistrement. Vous avez accès à mes cours en ligne. C'est des sessions similaires qui sont aussi certifiées, qui sont attestées. Vous pratiquez, vous verrez très prochainement, on aura d'autres sessions. Donc moi, je vais revenir sur le Web of Science. Donc on pourra reparler de ces questions-là. On aura une session sur... Parce que EndNote est intégré dans Web of Science. Journal Citation Reports est intégré au Web of Science. Insights est intégré au Web of Science. On parlera des profils parce qu'on a une session dédiée aux profils chercheurs. Donc on aura l'occasion de reparler de ces différentes questions. Je sais que c'est beaucoup d'informations en une seule session d'une heure. Une très bonne question maintenant. Base de données ne supporte pas les opérateurs booléens. Bien sûr que si. C'est une question de Brahim, par exemple. Je peux faire ça. Donc ça, c'est une vraie recherche que j'ai fait pour une vraie entreprise qui s'intéresse aux questions de corrosion, le sel, où on fait de la dessalination, donc le dessalement d'eau. Donc ça se fait maintenant au Maroc aussi. Donc on va utiliser les opérateurs AND. Donc on a ce qu'on appelle les opérateurs booléens. AND or not. Euh, j'ai pas parlé, j'ai essayé de rester le plus simple possible, mais on a aussi là ce qu'on appelle la recherche avancée. On a des tags et on peut utiliser les opérateurs and or not et même near aussi, l'opérateur de proximité. Dans tous les cas, comme vous avez vu, il y a un programme de 5 sessions, en tout 5 heures. On pourra déborder bien sûr. L'objectif, c'est d'essayer d'être de plus en plus à l'aise avec ces outils parce que vous avez accès à ces outils et croyez-moi, c'est pas tout le monde qui a accès, qui a la chance d'avoir accès à ces outils. Et l'objectif, c'est de vous aider à être plus efficace, plus performant sur comment on trouve de la littérature, comment on est plus visible avec son profil, comment on gère les références, comment on essaye de cibler les bonnes revues, les revues les plus pertinentes, les plus influentes dans le domaine, et comment aussi on peut être plus stratégique. Il y avait des questions sur la physique nucléaire tout à l'heure, mais ça marche avec le droit, etc. Toutes ces questions émergentes. Donc voilà, c'est le programme de cette série de formation, de cette série de formations sur des 5 modules. Essayez d'assister aux 5. Je sais que c'est pas toujours facile avec les horaires. Si vous ne pouvez pas, inscrivez-vous, comme ça au moins vous aurez les informations. J'enverrai toutes les informations à tous les inscrits. Les attestations, bien sûr, c'est que pour les participants. Mais même si vous ne pouvez pas y assister, essayez de vous inscrire, comme ça au moins vous aurez les informations et après vous pouvez visionner quand ça vous semble, quand vous êtes disponible. Voilà. Ça sera tout. On va essayer de respecter le temps réservé à cette session. C'était 1 heure, on était au-delà du temps imparti. Merci à toutes et à tous. Merci encore, Touria et Karima. Merci beaucoup pour Merci Jamal. votre assistance. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine session. Prenez Inch'Allah. soin de vous, bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Au revoir.